Ok. Anh Dũng xin gửi lời chào đến quý cha, quý sơ, quý thầy. Hôm nay là ngày thứ ba 23 tháng 6 2020. Ở đây có anh Bertrand Bellon là người họa sĩ, và chút nữa anh ta sẽ kể lại những cái tiểu sử và những cái gì mà anh muốn để vẽ về nhà thờ Đức Bà. Thì anh Dũng là không phải là ký giả, mà cũng hôm nay là lần đầu tiên để mà quay video này để mà giới thiệu đến quý cha, quý sơ, quý thầy, một người bạn mà mình rất là quý, rất là liên hệ với lại Công giáo, và nhất là Công giáo Việt Nam chúng ta rất là quý mến nhà thờ Đức Bà. Voilà. Et donc on est le 23 juin 2020. Je suis vraiment à La Dũng. Je suis vraiment heureux de faire la première séance vidéo en direct au restaurant Fraternité vietnamienne de la Sœur Hoa ici. On est à 100 mètres ou 200 mètres de Notre-Dame de Paris. Et là, je vous présente Bertrand Bellon, cher ami Bertrand Bellon, qui va nous parler dans le premier temps de son cursus, professeur d'université trilingue, et dans la deuxième partie, les tableaux, et puis son grand projet, c'est le projet de faire une exposition de ses toiles. Il en a déjà peint 80, mais il lui manque encore d'être présent à l'intérieur de Notre-Dame de Paris pour s'imprégner de ce pouvoir, cette sensation de voir les couleurs, l'espace, etc., pour faire d'autres toiles, et qu'il aimerait bien exposer à l'intérieur de Notre-Dame de Paris même l'année prochaine, à l'anniversaire, enfin l'anniversaire malheureux de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Voilà. Et donc, cher Bertrand, je suis vraiment heureux de t'accueillir dans ce restaurant-là de la Sœur Hoa ici. On est à 200 mètres de Notre-Dame de Paris. Est-ce que tu peux dire un petit peu pour les amis du site Info Công giáo Việt Pháp, le site, la page Facebook Information des catholiques vietnamiens en France. Est-ce que tu peux dire quelques mots de ton cursus, etc. Voilà. C'est la première fois qu'on fait, hein, donc... Donc merci Alain pour ton invitation. Effectivement, j'ai été pendant 43 ou 4 années professeur à l'université, et à cette occasion, je m'occupais d'abord, je me suis beaucoup occupé des étudiants de pédagogie et du travail de rationalité qu'on essaye de faire passer dans le cadre de l'enseignement. Et puis au niveau de la recherche, j'ai été un économiste international, et donc je suis allé dans pas mal de pays pour à la fois des raisons pédagogiques liées à l'université et pour des raisons économiques liées à des interventions, en particulier pendant plusieurs années à l'ONUDI. L'ONUDI, c'est la filiale de l'ONU pour le développement industriel. Donc voilà, ça c'est une vie antérieure qui m'a demandé, qui est fantastique, qui m'a demandé un énorme travail, qui m'a permis d'écrire un grand nombre de livres et d'articles, et qui m'a permis aussi de voyager dans un grand nombre de pays. Et ce travail a été en même temps l'occasion d'une frustration. La frustration, c'est que vous enseignez à des élèves la rationalité, vous enseignez le savoir, et en même temps, vous savez que dans la vie, il n'y a pas que la rationalité, il n'y a pas que le savoir, il y a aussi l'émotion, il y a aussi le hasard. Un livre de Jacques Monod s'appelait « Le hasard et la nécessité ». En tant que professeur, j'ai eu l'impression d'enseigner davantage la nécessité que le hasard. Et donc, au moment de prendre ma retraite, que j'ai prise un petit peu plus tôt que mes points collectionnés pour avoir une retraite, au moment de ma retraite, je me suis dit il faut changer et il faut remplir cette partie de la vie
qui est la partie émotion. Et donc, j'ai terminé les directions de thèse, j'ai terminé les enseignements, j'ai terminé la prétention à être un économiste ou un chercheur, et je suis devenu un peintre dont on va parler tout à l'heure. Alors moi je te connais depuis que tu étais presque à la retraite, je crois, il y a une dizaine d'années, quand tu as fait l'exposition ou la vente des tableaux à la place de la Bastille, il y a une dizaine d'années. Et avant de dire un peu plus sur le peinture, est-ce que tu peux dire un peu plus sur ton cursus d'université, enseignant, chercheur, professeur, et donc dans différents... Alors, le propre d'un professeur à l'université, qui est très différent d'un professeur dans un collège. Dans un collège, le professeur doit être excellent dans la matière qu'il enseigne, mais il a un programme préétabli, donc il doit passer par tous les critères de la connaissance. Dans l'université, vous avez en première et deuxième année un enseignement très général, et j'ai toujours fait le premier cours d'économie dans mon université. Je trouvais ça extrêmement important, mais qui reste un cours très général. Et puis, vous avez le reste, c'est du travail de recherche. Donc, les enseignants sont des enseignants-chercheurs et ils passent normalement, pour ce qui me concerne en tous les cas, beaucoup plus de temps à la recherche qu'à l'enseignement. Et puis, également, alors je passe de côté le fait que les universités sont gérées par les professeurs du point de vue d'une grande partie du point de vue de la gestion, je passe ça de côté. Et parallèlement à cela, lorsque vous avez une compétence, moi j'avais une compétence d'économiste international, vous avez des demandes de venir faire des conférences, de venir faire des évaluations, de venir faire des participations, notamment aux programmes internationaux, puisque c'était ma compétence. Et donc, en même temps que tout cela, j'ai eu des demandes qui étaient ou qui n'étaient pas financées, mais qui étaient des demandes précises relatives à ce qu'on pourrait appeler l'économie industrielle du développement. C'est comme ça que je suis allé dans une bonne vingtaine de pays, en Asie, en Afrique ou en Amérique, en particulier du Nord, et je suis allé enseigner à Columbia University pendant quelques années. Donc là c'est en anglais, donc tu es professeur, combien de langues que tu peux enseigner J'ai fait un tout petit peu d'italien, mais je crois que je ne serais plus capable de le faire. Donc au moins bilingue. J'ai beaucoup enseigné en anglais, oui, et naturellement en français. En français, donc je me suis trompé. Donc j'ai dit trilingue, mais en fait c'est bilingue, plus que français-anglais. Et quels sont, donc tu as enseigné, oui, ok, quels sont les pays que tu as traversés, grosso modo, parmi les 20, le Vietnam bien sûr. Une liste qui n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut parce que ça va revenir sur les peintures après. Bon, et ben, la Corée, le Japon, la Chine, le Vietnam, et si on change de continent, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Rwanda, le Burundi, pardon, pas le Burundi, le Congo du temps de Sékou Touré, la Côte d'Ivoire, le Bénin, voilà. Et puis si on retraverse l'Atlantique, le Mexique, les États-Unis, le Canada, et alors en Europe quelques pays, mais plutôt pour des histoires de conférences davantage que pour des histoires d'expertise économique. Donc je vais traduire juste en une minute ce que tu viens de dire, en 5 minutes, en vietnamien. Donc ông Bertrand Bellon này là giáo sư, là cựu giáo sư đại học về kinh tế, thì ông dạy ở tất cả những cái trường rất là cũng khá nhiều trường, và vừa dạy toàn tiếng Pháp và tiếng Anh. Và trong cái khoảng thời gian mà ông ta đã dạy, ông ta đã cũng là cái người tìm tòi nghiên cứu về kinh tế quốc tế. Thì ông ta cũng đã đi thăm viếng, tham quan hoặc là giảng những cái buổi giảng conference đó, những buổi giảng rồi đó, giảng về kinh tế quốc tế.
hầu như là khoảng 20 nước, ở trong đó có cả Việt Nam. Thì voilà. Maintenant on va passer à la deuxième partie parce que tu voulais pas non plus passer trop de temps. Tại vì nếu mà nói nhiều quá đó thì sợ mọi người là không thấy chán, thành ra ngày hôm nay là lần đầu tiên chúng ta sẽ nói vừa phải nhé. C'est la première fois, donc on va pas passer trop de temps à discuter parce que le sujet le plus important c'est quand même la peinture. La peinture c'est sa passion depuis qu'il est à retraite, il y a une dizaine d'années déjà. C'est encore plus accentué. Excuse-moi, avant de passer à la peinture, est-ce que tu peux parler en 1 minute l'association Le Retrait, s'il te plaît? Ça, c'est tout autre chose. C'est une association dans une rue de Paris qui a pour objectif l'animation culturelle et artistique. Donc c'est une toute petite rue dans le 20e arrondissement, mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'associations de cette nature qui à la fois organisent des spectacles, organisent un festival annuel, et on fête le 20e festival, la 20e année du festival cette année, et puis qui a mis dans la rue un ensemble de plantes avec l'aide de la mairie, mais qui est cultivé et qui est entretenu par les habitants du quartier, et qui a fait dans la rue une 13 plus précisément grande fresque sur les murs de la rue qui vont de 4 mètres de haut à 22 mètres de haut, donc une vraie humanisation d'un espace de vie. Ok, merci Bertrand. Alors, on va passer au projet. Bertrand est très touché par l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et donc, depuis le confinement, non, depuis l'incendie de l'année dernière, il a déjà réalisé environ 80 toiles sur Notre-Dame de Paris, mais uniquement de l'extérieur. Donc son projet c'est de pouvoir continuer à peindre Notre-Dame de Paris, mais de l'intérieur, donc s'imprégner de cette ambiance, ces couleurs, l'espace, et puis la consécration, c'est de pouvoir faire une exposition à l'intérieur même de Notre-Dame de Paris l'année prochaine, à la date, à la période de la 2e année d'anniversaire, enfin d'anniversaire malheureux, hein, de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Alors dis-moi, s'il te plaît, quelles sont les toiles que tu as peintes, les quelques toiles, pas les 80, que tu as peint sur Notre-Dame, enfin comme tu sens, voilà. Dis-nous ce que tu veux dire. Voilà, donc ça c'est un... En tant que peintre, je voulais témoigner de l'importance architecturale, culturelle, cultuelle de ce qu'est Notre-Dame de Paris. Et j'ai été d'autant plus incité à le faire que j'ai été invité par des amis chinois à venir travailler en Chine sur des questions, à l'époque c'était de céramique, et on a décidé ensemble, Chinois et Français, de faire un hommage à Notre-Dame de Paris, puisque la décision a été prise bien avant l'incendie, mais la réalisation de cette période de travail commun en Chine a été après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Donc à la suite de quoi, c'est un travail essentiellement sur porcelaine, c'est-à-dire peinture sur porcelaine. On était parti pour faire de la céramique, pour faire du raku, qui est une forme japonaise de cuisson de la céramique. Et on a dit, on fait tout ça autour du thème Notre-Dame de Paris. Donc c'est un grand travail qui a été fait, qui a donné lieu à une exposition à Nankin, au mois de juin dernier, qui a donné une deuxième exposition juin 2019, hein, c'est ça. Juin, non, 2019, pardon. 2019, oui, ok. Qui a donné l'occasion en décembre 2019 d'une assez grande exposition
à l'espace Christiane Peugeot, avenue de la Grande Armée à Paris, et qui continue aujourd'hui. Alors on parlait du confinement, effectivement, le confinement permet aux artistes de se retrouver tout seuls dans leur atelier et d'être considérablement incités à travailler. Donc ça a été le travail, et aujourd'hui il y a cet ensemble de travaux autour de Notre-Dame de Paris, et donc le projet serait d'avoir avec en relation avec les acteurs de Notre-Dame une exposition dans les 10 mois qui viennent. Alors ce travail a été fait naturellement par petites étapes, et on sait qu'on regarde Notre-Dame qu'il y a des arches, il y a d'abord la vue générale de Notre-Dame, et l'ambiance est très humaine et très chaleureuse que cet édifice procure. Il y a des gargouilles, il y a des chimères, il y a des arches, des portes, une sculpture intérieure et une sculpture extérieure assez extraordinaire. Et puis il y a tout des mythes autour, à commencer par Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Donc c'est un bâtiment qui a 900 ans d'existence, qui a été reconstruit pas une fois mais une vingtaine de fois au cours de ces 900 ans, et reconstruit en partie, reconstruit totalement, délaissé, et donc c'est comme tous ces bâtiments assez extraordinaires. C'est pas un bâtiment qui a été fait en 1300 ou 1200, 1300 et qui est intact. Non, c'est un bâtiment qui a vécu, dans lequel des choses ont disparu, d'autres choses sont réapparues. D'ailleurs, par exemple, on parle toujours de Viollet-le-Duc, et Viollet-le-Duc a fait toute une série de chimères, c'est-à-dire des statues de personnages inexistants qu'il pensait être en cohérence avec ce qui existait au Moyen-Âge, mais personne ne sait si c'était en cohérence ou pas avec ce qui existait. Et un nombre important de ces chimères qui ont été faites du temps de Viollet-le-Duc, c'est-à-dire il y a 150 ans, n'existent plus aujourd'hui. Donc vous avez des photos de chimères qui ne sont pas aujourd'hui sur les murs de Notre-Dame. De la même chose pour les gargouilles. Il y a très peu de gargouilles qui sont là depuis l'origine de la cathédrale. Donc j'ai fait un travail assez important, référence aux vitraux, référence à toutes ces figures qui caractérisent Notre-Dame. Donc je vais peut-être montrer une, oui. Je ne sais pas si ça convient. On a par exemple une toile. Alors toutes les toiles sont de même gabarit puisque c'est fait dans le cadre d'un atelier qui est relativement petit, donc ça fait 50 cm, 65 cm sur 50, avec, vous savez que la galerie des rois n'est pas, contrairement à ce qu'on croyait à la Révolution, la galerie des rois de France, c'est la galerie des rois de Judée. Donc j'ai repris sous forme de vitrail tel ou tel roi de Judée, ici David, bien sûr, qui n'a rien à voir avec David le réel, puisque Kodak n'existait pas à l'époque. Dis-moi, c'est David, le personnage, est-ce que c'est le personnage qui a été peint, qui était sur une vitre, c'est ça? Non, non, alors, oui. Dans par exemple, voilà un autre personnage qui reprennent l'idée de la galerie des rois remise dans un contexte de vitrail, puisque Notre-Dame a quantité de vitraux, donc l'idée c'est de mettre la figure dans un... Et bien sûr, l'essentiel c'est un jeu de couleurs et de traits.
Voilà, j'ai un autre vitrail que j'ai apporté, Oui. là qui est plus de l'ordre du vitrail, les poissons étant le premier des symboles de la chrétienté. Et puis, à côté de ça, il y a quantité de peinture sur les gargouilles, il y a quantité de peinture aussi sur l'incendie lui-même. Et voilà, ça représente deux des chimères très connues de Notre-Dame au moment de l'incendie. Représente ou suscite. Et parmi les 80 tableaux Limois, les 80 tableaux, ce sont les tableaux que tu as peints, ou bien c'est avec d'autres... non, oui. tout ce travail-là, c'est Oui. moi qui l'ai fait, je l'ai fait tout seul. Oui. C'est de la peinture à l'huile, Oui. fait en atelier, et une partie se réfère immédiatement à l'incendie. Donc on a des couleurs comme celle-ci qui sont vraiment référence à l'incendie. Une autre partie, il y a des grands tableaux de cette nature, mais qui sont, vous voyez qu'une petite partie ici. C'est parti quoi. Donc une partie du tableau se réfère à l'incendie, une partie du tableau se réfère à ce que représente la cathédrale aujourd'hui. Oui, parce que le projet a démarré avant, l'incendie. Le projet avait démarré avant l'incendie, mais Oui. le projet a été complètement transformé avec l'incendie. Oui, ok, donc au fur et à mesure, l'inspiration ou tes envies ou les tableaux, ils ont changé de... Enfin, ta façon de voir, c'est ça? Eh ben, c'est-à-dire qu'au départ, c'était une approche très historique. Donc, tous les monuments historiques, et il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup dans tous les autres pays, représentent un peu l'âme de la société dans laquelle on vit. Mais on peut dire que la Tour Eiffel représente l'âme de Paris, Notre-Dame représente l'âme de Paris. C'est clair que c'est pas la même. C'est pas la même, c'est pas la même énergie, c'est pas. Et donc, moi, je suis davantage attiré par l'émotion esthétique d'un côté, très important. On fait quantité de nature morte avec juste une poire sur ou un fruit, tout simple, rien d'autre. Ça peut donner une émotion extraordinaire. À côté de l'émotion, l'histoire et les valeurs humaines et les valeurs spirituelles qui sont derrière, quand on parle des bâtisseurs de cathédrales, il y a toujours une idée d'utopie et de recherche de l'inaccessible qui est pour moi extrêmement important. Rechercher l'inaccessible, c'est, je pense, une partie absolument obligatoire de notre vie. On est en permanence à la recherche de quelque chose, il faut l'expliciter et savoir qu'au besoin il est parfaitement inaccessible, c'est pas grave. Comment tu peux expliquer que l'incendie c'est quelque chose... c'est... Il y a Notre-Dame, le monument, et puis tu as l'incendie derrière, qui est matière vivante, qui est en train de brûler Notre-Dame, etc. Parce que tu as dit que tu as peint la nature morte, les fruits et les arbres, etc. Le monument, c'est pas un monument mort, mais c'est immobile. Voilà. Et puis tu as l'incendie qui est derrière. Tout ça là, que tu as représenté par certaines couleurs, etc. Mais comment tu peux représenter ce mouvement de structure de Notre-Dame? Alors, on revient à Victor Hugo dont on parlait tout à l'heure. Victor Hugo disait « Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?» ce n'était pas un fétichiste, c'est quelqu'un qui a toujours eu une attitude
un questionnement par rapport à l'au-delà, par rapport à l'inaccessible d'une manière générale. Mais Victor Hugo regardait les objets et leur apporter une partie des sentiments que ces objets pouvaient lui procurer. L'incendie, c'est effectivement quelque chose qui réveille l'ensemble des sentiments un peu enfouis que l'on a lorsqu'on regarde une bâtisse comme Notre-Dame. Spirituelle, religieuse, esthétique, historique, dans tous les sens. Il n'y a rien d'erreur. Le Corbusier a écrit un livre « Quand les cathédrales étaient blanches ». C'est-à-dire qu'il a écrit sur l'énergie complètement idéalisée, complètement utopique que l'on a lorsqu'on se met à construire une cathédrale. Et là, on va la reconstruire. Si on peut avoir un peu cette utopie, ça serait bien. Juste quelques petits mots avant de passer à autre chose pour ce que tu as envie pour aboutir au projet. Est-ce que quand il y avait cet incendie qui a quand même surpris tout le monde et qu'on voyait en train de ravager Notre-Dame, est-ce que tu étais devant la télé? Est-ce que ça t'a aidé ou ça t'a poussé à t'exprimer sur les toiles cet incendie? Ah ben c'est sans aucun doute. J'ai appris l'incendie vers 7h, 7h15, c'est-à-dire avant qu'il ne soit véritablement dramatique. Je l'ai suivi jusqu'au bout et le matin à 6h j'étais là devant Notre-Dame. J'y suis resté aussi avec j'ai une fille qui est nonne dans un temple bouddhiste. Bouddhiste et on est allés ensemble là puisqu'il se trouvait qu'elle arrivait d'Inde et que c'était tout à fait un hasard. C'est clair que l'incendie redonne vie à des choses qui ne sont pas mortes, mais qui sont enfouies. Et bien sûr, aujourd'hui, cet incendie a un rôle dans la perception et la vie que l'on peut avoir, à la fois par rapport au patrimoine. Au départ, on avait nommé notre hommage à Notre-Dame, Notre-Dame du patrimoine. C'est beaucoup plus d'ailleurs que Notre-Dame du patrimoine. Mais l'incendie révèle, un révélateur absolument fabuleux. Avant de terminer dans quelques minutes, est-ce que alors Bertrand souhaite passer un message? Bertrand souhaite passer un message pour demander de l'aide. Aujourd'hui, il est impossible d'être à l'intérieur de Notre-Dame de Paris pour pouvoir faire quoi que ce soit. Il n'y a que des gens qui sont autorisés, donc soit l'archevêque, soit le maître d'œuvre, voilà, ou voilà. Et donc des gens comme Bertrand ne sont pas du tout autorisés. Donc Bertrand souhaite passer un message. Je te laisse la parole. Merci, oui, c'était pas prévu, mais effectivement, je passe un message. Tu m'en as parlé, donc ça m'a resté dans le cœur. Je passe un message au sens où, pour pouvoir aller au-delà de l'idée, on reconstruit comment, pourquoi et quels sont tous les immenses problèmes que cela pose, je souhaiterais en tant qu'artiste avoir contact avec les personnes qui sont chargées de cela, qui sont aujourd'hui absolument surchargées, et où avoir le droit de traverser la nef.
Nãy giờ thì An La Dũng không thể nào mà dịch ra bằng tiếng Việt được hết tất cả những cái gì nãy giờ Bertrand hết, là tại vì không có thời gian. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa đó thì là tụi này không có sửa soạn trước thì tới đâu thì Bertrand nói tới đó. Thì chúng ta có thể tóm tắt một cái là những người Việt Công giáo hoặc là không Công giáo đi nữa cũng rất là quý mến nhà thờ Đức Bà Paris. Và sau cái trận gọi là cháy dữ tợn như vậy mà đã làm cho nguyên cả thế giới xúc động về cái chuyện này nó xảy ra đó, thì là trong cái nhà thờ Đức Bà đó chúng ta mới thấy rằng là vẫn còn cái sự sống, cho dù nhà thờ là một cái di tích lịch sử không có động đậy nhưng mà sức sống rất là mạnh đó. Thì ngày hôm nay đó là Bertrand rất là mong muốn để mà đã vẽ được 80 cái bức tranh như vậy rồi ở ngoài, với lại nhưng mà anh ta mong muốn rằng có thể đi vào trong để mà có thể vẽ trong vòng một thời gian, tại vì chỉ có khi vào trong nhà thờ Đức Bà mới có cảm nhận, mới có cái tâm hồn, mới có cái xúc động để mà tiếp tục vẽ những bức tranh nhà thờ Notre Dame. Donc je viens résumer aussi en vietnamien juste quelques mots seulement parce que je ne peux pas traduire et puis comme on n'a pas préparé non plus on le fait au fur et à mesure de notre enfin toi tu dis au fur et à mesure de ce que tu penses. Et donc pour terminer, comment tu vois pour l'exposition l'année prochaine? Est-ce que tu as une idée? Alors supposons que tu puisses continuer à peindre l'intérieur ou que tu peux pas, parce que c'est aussi une possibilité. Pour l'année prochaine, comment tu peux... Alors, il y a de toute façon de quoi faire une exposition, mais une exposition, ça n'est pas uniquement exposer les tableaux, c'est aussi travailler sur une signification, et ça, c'est clair qu'en fonction du lieu, de l'opportunité, ça sera fait, mais il faut que 5-6 mois de travail pour pouvoir vraiment faire sortir de simples tableaux l'énergie qui correspond. Ce que tu veux dire, c'est que pendant l'exposition, tu seras là? Ah ben, c'est évident. D'accord. Oui, c'est pas uniquement le fait d'accrocher les tableaux et puis... les expositions que je fais ou que j'ai faites, je suis là tout le temps. Tout le temps, sauf exception, alors que je n'expose pas des choses pour vendre, j'expose des choses pour donner, parce que ça a du sens. Et donc, vous êtes là humainement parlant pour pouvoir en parler. Et d'ailleurs, merci Alain pour cette discussion. Oui. Je suis prêt à continuer avec toutes les personnes qui le désirent. Tu as mes coordonnées, donc ici, dans Paris ou ailleurs, parce que c'est un processus. Oui, on ne s'arrête pas là parce qu'on va continuer après. Est-ce que tu penses que l'année prochaine, donc à la deuxième année, l'anniversaire de l'incendie, combien de temps tu pourrais faire l'exposition? Est-ce que tu as une idée déjà concrètement? Non. Ça reste un avant-projet pour le moment. Ça dépend du lieu et de l'institution qui le prendra. Donc pas forcément à l'intérieur de Notre-Dame, à l'exposition. C'est quelque chose que tu veux, que tu souhaites. Ça peut être ailleurs. Dans la rue. Ça peut être dans la rue, ben oui, juste devant Notre-Dame, pourquoi pas. Au mois d'avril, en principe, ça commence à faire un petit beau. Donc merci beaucoup Bertrand, merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé maintenant en direct ou alors plus tard. C'est la première fois qu'on le fait sans vraiment préparer, on le fait avec nos sentiments, avec nos émotions. Et merci beaucoup Bertrand d'avoir accepté ce matin. J'ai envoyé le message, il a tout de suite accepté. Xin thành thật cảm ơn quý cha, quý sơ, quý thầy và quý ông bà đã xem cuốn video này trực tiếp hoặc là sau đó cũng có thể xem được. Và rất là thành thật cảm ơn Bertrand Bellon, là một người rất là, với lại một người họa sĩ rất là yêu mến nhà thờ Đức Bà đối với cộng đồng Công giáo Việt Nam. Và xin cảm ơn tất cả và hẹn gặp lại kỳ sau là chúng ta sẽ nói nhiều hơn, tại vì Bertrand là có rất là nhiều
có rất là nhiều có thể nói là cách nào nhỉ, còn những cái hội từ thiện mà anh ta đã sẵn sàng giúp đỡ nhiều năm nay, và anh ta cũng có thể, chúng ta còn có thể có thời gian để mà giao lưu với anh ta lâu dài hơn nữa. Merci pour la prochaine fois, on essaiera de prendre plus de temps encore pour parler avec Bertrand. Merci Bertrand. Bientôt.